Le Nigeria célèbre ce 1er octobre ses 60 années d'indépendance. En 1960, le pays le plus peuplé d'Afrique accédait à sa souveraineté internationale. Un témoin clé de cet événement témoigne dans cette édition. Le Soudan en guerre contre la prolifération des armes. Les autorités lancent une opération pour collecter et confisquer les armes détenues illégalement dans le pays. Un pays meurtri par 3 décennies de guerre civile. Et puis, en Centrafrique, la puissante milice 3R, retour, réclamation, réhabilitation. À l'approche de la présidentielle, leur chef interdit tout accès à son territoire, inacceptable pour Bangui. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, fête ce 1er octobre ses 60 années d'indépendance. Une indépendance obtenue, c'était le 1er octobre 1960. Tanko Yakassi, l'un des rares politiciens de la première république du Nigeria, est encore en vie. Il a 95 ans. Écoutons son témoignage. Celebration all over the place. C'était la fête partout, les attentes étaient grandes et la classe politique se félicitait vraiment et était convaincue qu'elle prendrait le contrôle de son pays et qu'elle serait capable de changer la situation du pays pour le mieux. There is no commitment to the nation, there is no patriotism. Il n'y a pas d'engagement à l'égard de la nation. Il n'y a pas de patriotisme. Sans patriotisme, vous ne pouvez pas développer votre pays. C'est la plus grande perte que le Nigeria ait subie dans le processus de développement depuis son indépendance, en particulier à cause de l'incessante prise de pouvoir des militaires dans le pays. Les gens essayent d'exagérer les choses. Il est certain que ce pays n'est pas sur le point de sombrer dans la faillite. Les autorités soudanaises ont annoncé ce mardi qu'elles allaient donc collecter et puis confisquer toutes les armes détenues illégalement. Une décision qui intervient alors que les armes polluent dans ce pays qui a donc connu 3 décennies de guerre civile. Nous allons prendre des mesures très strictes car les armes doivent demeurer exclusivement aux mains des forces régulières, a affirmé le général Ibrahim Djaber Ibrahim, membre du Conseil souverain, plus haute autorité du pays chargée de superviser la transition vers un pouvoir civil à la suite de la destitution d'Omar el-Béchir en avril 2019. Selon le site Gun Policy de l'Université de Sydney, il y avait en 2017 2,76 millions d'armes à feu aux mains des civils, soit 6,6 armes pour 100 habitants dont seulement 6 724 étaient enregistrés. L'annonce de la confiscation a été faite sur la base désertique de Hager al-Assal à 200 km au nord de Khartoum lors d'une cérémonie au cours de laquelle 300 000 armes légères, pour la plupart vieilles et usagées, ont été détruites. Beaucoup de ces armes avaient été remises volontairement à l'armée par des Soudanais ces 3 dernières années. Pour réussir, nous demandons aussi l'aide technologique de pays étrangers, a déclaré le général Abdel Hadi Abdallah, chef du haut comité chargé de collectionner les armes. Il a notamment demandé la collaboration des 7 voisins du Soudan avec qui il partage 6481 km de frontières pour empêcher la contrebande. Cependant, a affirmé un diplomate occidental présent à la cérémonie, il n'est absolument pas certain que les groupes armés se laissent désarmer. Et s'ils acceptent, a-t-il ajouté, ce sera dans le cadre de l'accord de paix qui sera signé le 3 octobre entre le gouvernement et le Front révolutionnaire du Soudan FRS, une alliance de 5 groupes armés et 4 mouvements politiques issus du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Les conflits qui durent depuis des décennies au Soudan ont fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, notamment au Darfour, selon l'ONU. En Centrafrique, les 3R entendez retour, réhabilitation et réclamation sont parmi les plus puissantes milices rebelles formées en 2015 pour défendre la communauté Peul contre les attaques des milices chrétiennes anti-Balaka. Dans le nord-ouest du pays, les 3R sont désormais à couteau tiré avec les autorités de Bangui. Leur chef Sidiki Abbas a d'ailleurs interdit aux équipes électorales comme à l'armée de pénétrer son territoire alors qu'approchent les élections générales dans le pays.
Le convoi progresse lentement sur la piste boueuse. Sur la tourelle du blindé de la force de l'ONU en Centrafrique qui ouvre la voie, le major Achif est tendu. Les broussailles épaisses qui se dressent de part et d'autre sont parfaites pour une embuscade. L'ennemi qui se cache là est pourtant un des 14 groupes armés signataires d'un accord de paix avec le gouvernement centrafricain en février 2019 à Khartoum. Mais les 3 R, retour, réclamation, réhabilitation, parmi les plus puissantes milices rebelles, sont désormais à couteau tiré avec Bangui. Leur chef, Sidiki Abbas, a toujours mollement adhéré à l'accord de Khartoum. Fin juin, les soldats de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, avaient engagé une opération militaire d'envergure pour déloger les turbulents 3R de leur base dans le nord-ouest. Mais les quelques centaines de miliciens éparpillés en brousse continuent de semer la terreur. Attaques contre les militaires, accrochage avec la MINUSCA, policiers expulsés, marchands rançonnés. Il y a une année encore, le nord-ouest était pourtant considéré comme un exemple des tentatives de l'État pour rétablir son autorité sur le territoire. Après des kilomètres de pistes, le paysage s'anime. Cette région est le théâtre d'un conflit très ancien entre fermiers autochtones et éleveurs peuls venus du Sahel pour faire paître leur bétail dans les savanes humides de Centrafrique. Constitués en majorité de peuls, les 3R ont été formés en 2015 pour défendre cette communauté contre les attaques des milices chrétiennes anti-Balaka. Dans les postes avancés, parfois tenus par une trentaine d'hommes à peine, les casques bleus sont encerclés par un adversaire qui a des oreilles partout et n'hésite pas à manipuler les populations à son profit. Car si les civils peuls doivent s'acquitter de lourdes contributions, les miliciens restent leur unique protecteur dans une région où l'État est absent. La pandémie du coronavirus a de nouveau exposé la vulnérabilité du secteur touristique en Tunisie. Tirant leçon des précédentes crises qui l'ont secoué, le pays entend désormais promouvoir d'autres formes de tourisme, telles que les gîtes ruraux qui ont fait le plein cet été. Avec l'avènement de la Covid-19, le secteur touristique en Tunisie vit sa 3e crise. Il se relèvera cette fois-ci avec d'autres ambitions. À côté des gros complexes hôteliers de bord de plage, le gouvernement veut s'engager en faveur d'autres formes de tourisme, comme les gîtes ruraux qui ont fait le plein cet été. Une solution alternative pour les autorités tunisiennes. Pour nous, c'est un créneau très porteur. Le tourisme classique, ça reste aussi très important. Nous le considérons comme l'épine dorsale du secteur touristique en Tunisie. Mais nous voudrions aussi renforcer l'investissement dans le tourisme alternatif ou que j'appelle le tourisme complémentaire. Promouvoir les gîtes ruraux. Ce nouveau projet n'était cependant pas bien accueilli, surtout par les populations des sites sur lesquels il est implémenté. Un peu plus d'1 an après l'ouverture d'un des sites, des clients se bousculent. De quoi faire changer d'avis aux riverains. Maintenant, les gens regardent le projet d'un autre œil parce qu'ils ont compris l'utilité pour toute la population. Les gens d'ici, ils ont compris, ils ont une place de travail assurée pratiquement en travail toute l'année. Les producteurs, ils ont commencé à comprendre, la nécessité de ce projet-là pour leurs produits, du terroir et autres. Et c'est une économie à longueur d'année et ce n'est pas une économie saisonnière. Le tourisme en Tunisie fait jusqu'à 14% du PIB et représente plus de 400 000 emplois. Frappé de plein fouet par le coronavirus, le pays, après avoir fermé pendant un temps ses frontières, les a rouvertes à de nombreux pays sans restriction de fin juin à fin août pour éviter une saison blanche touristique. Diepsloot, un quartier très populaire de Johannesburg, est réputé pour des branchements informels au réseau électrique Eskom. La compagnie électrique sud-africaine a donc effectué ce mardi une descente dans le quartier pour essayer donc de déminer ses opérations. Les détails. Une énième descente de Eskom, le producteur d'électricité sud-africain, dans ce quartier de Diepsloot. Ici, les habitants se servent l'électricité à partir des installations officielles, mais en toute illégalité. Transformateurs de fortune, câbles électriques pour relier les ménages, bref, tout était réuni pour sortir ce quartier du noir. Sur place, le travail qui attendait les agents déployés pour assainir le réseau électrique nécessitait la présence des forces de l'ordre
Il fallait maintenir à l'écart ces populations qui observent impuissants ce démantèlement qui leur promet les prochaines nuits dans l'obscurité. Nous vivons dans un endroit sombre et les criminels en profitent pour s'introduire dans nos propriétés. Nous avons essayé d'installer l'électricité pour pouvoir voir la nuit. Des enfants et des femmes sont violés la nuit. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pitié de nous? Nous sommes majeurs et incapables de faire quoi que ce soit et ils prennent l'argent de notre pension. C'est un problème dans cette région parce que nous n'avons pas de lumière et que cet endroit n'est pas sûr. Vous pouvez le voir. Les gens viennent chez nous pendant la nuit quand nous dormons et ils nous volent. The people who came into our house during the night when we were sleeping, robbing us. Si l'absence d'électricité est source d'insécurité pour les ménages, la compagnie électrique, elle, ne veut cependant pas tolérer que ces installations soient piratées. Ces branchements informels ne sont pas sans conséquences sur le réseau, au dire de sa porte-parole. Si nous ne nous attaquons pas de manière adéquate à l'opération informelle et aux activités informelles ou illégales, nous allons encore alourdir nos réseaux. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour dire que nous ferons continuellement de notre mieux pour supprimer les connexions illégales. Nous savons que ce n'est pas une solution durable. En attendant qu'ils formalisent un abonnement avec la compagnie électrique, les ménages de cette municipalité de Johannesburg retournent dans le noir chez eux. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.